Djibouti à l'heure du choix. Après 115 années de présence française, l'ancienne côte des Somalies, devenue territoire d'outre-mer en 1967, s'apprête à prendre son destin en main. Dans quelques semaines, sa population se prononcera sur son avenir, mais le résultat de la consultation du mois d'avril peut être d'ores et déjà considéré comme acquis. C'est le 31 décembre 1975 que le gouvernement français a reconnu la vocation du territoire français des Afars et des Issa à l'indépendance. Depuis cette date, la France a entrepris de nombreuses missions dans les différents pays voisins de son territoire d'outre-mer, et en particulier en Éthiopie et en Somalie, dont les prétentions sur Djibouti sont bien connues. Les contacts diplomatiques pris en 1976 par M. Pierre-Christian Tétinger, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ont permis de recueillir certaines assurances, mais il est bien évident que l'avenir du territoire, le respect de ses frontières et de son intégrité dépendent pour une large part des accords que ses actuels dirigeants pourront passer avec le gouvernement français en matière de coopération économique et militaire. Aux frontières du TFAI, au nord comme au sud, l'agitation règne, et certains spéculent volontiers sur le départ des forces françaises dont la présence au caractère a fait ses preuves. En dépit des assurances des dirigeants éthiopiens de ne pas intervenir dans le nouvel État, des apaisements donnés par le gouvernement somalien à la France à plusieurs reprises, on est en droit de se poser des questions. En Éthiopie, la situation est pour le moins confuse après l'assassinat le 3 février dernier de son chef d'État, le général Teferi Bente, et il n'est un secret pour personne que certains groupes Afars reçoivent des armes d'Éthiopie et que régulièrement la radio d'Addis Abeba exhorte les populations du territoire à la révolte et à la violence en termes particulièrement barbares. Les visées annexionnistes des Somaliens, bien que ceux-ci s'en défendent la main sur le cœur, sont bien connues elles aussi, et la 5e étoile de leur drapeau national symbolise le plus ouvertement du monde le petit territoire tant convoité. Non, tout ne sera pas rose demain sous le soleil de Djibouti, et cela personne ne l'ignore, et en premier ceux qui prétendent le contraire à 3 mois de l'indépendance. L'organisation d'élections générales, souhaitée selon M. Hassan Gouled, président de la LPAI, par la majorité des habitants de Djibouti, devrait permettre, avant la grande échéance, le rééquilibrage des forces représentées au sein de l'Assemblée et de juger du degré d'union de certains groupes politiques. Cette union, tant recherchée par le président Abdallah Kamil depuis son arrivée à la présidence du Conseil de gouvernement au mois d'août dernier, n'a pour l'instant pu être réalisée en dépit des rassemblements populaires organisés dans les cercles de Dikil et Tadjoura en janvier et février, avec l'appui des leaders de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, Hassan Gouled, Jimmy. La conférence de Paris réunissant les représentants des principales tendances politiques du TFAI, y compris le FLC Fédération dont le siège se trouve en Somalie, bute depuis son ouverture sur un problème institutionnel d'importance. Si tous les interlocuteurs sont tombés rapidement d'accord sur l'opportunité du renouvellement de la Chambre des députés, il n'en a pas été de même quant à la composition de la future Assemblée territoriale, au nombre de ses membres et à la représentation ethnique et régionale au sein du nouveau Parlement. Sur cette question, les délégations sont profondément divisées et l'une d'entre elles, le Front de libération de la côte des Somalies, a purement et simplement marqué sa nette opposition aux propositions du gouvernement français en quittant brusquement la conférence dès lundi dernier. Nous ne sommes pas prêts à écouter des polémiques tribales que la France provoque elle-même. Nous sommes ici maintenant le 16e jour et nos travaux n'avancent pas. Nous mettons la responsabilité de cette impasse sur la France. La France doit prendre ses responsabilités devant le monde et notre nation. Nous voulons une nation libre qui n'a pas de base tribale, que le peuple soit égaux entre lui, un homme, une voix, et chaque citoyen de ces pays doit avoir ses droits civiques. Non, M. Stern a proposé, c'est-à-dire une division à base tribale. Mais quoi? C'est-à-dire de mettre plusieurs circonscriptions, plusieurs circonscriptions, et puis en plus de ça, c'est-à-dire un nombre de députés que notre économie nationale de demain ne pourra pas prendre en charge. 62 députés sur, comme dit la France, 101 000 d'électeurs. 62 députés pour 101 000 d'électeurs. 101 000 électeurs. Alors que l'économie de notre pays, vous le savez très bien, nous ne produisons rien. Nous n'avons pas une agriculture qui est développée. Nous n'avons pas une industrie.
Tout ce que nous avons, c'est un port et un aéroport et un chemin de fer. Les ponts ne sont pas pour autant coupés avec Mogadiscio, qui préfère négocier avec le gouvernement français par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris plutôt que par FLCS interposé. Cet ancien groupe d'action terroriste étant, peut-on l'oublier, l'auteur de la prise en otage de 30 enfants il y a tout juste un an et responsable de la mort de 2 d'entre eux. Il reste que le tribalisme constitue un obstacle de taille pour la réalisation de l'unité intérieure. M. Ahmed Dini le reconnaît volontiers lui-même. Mon analyse, c'est que le FLCS n'a pas tort, il n'a pas interrompu le dialogue et s'il a déclaré qu'il ne participait pas au marchandage, c'est sa position de toujours. Nous avons un esprit que nous jouons un peu le rôle des pères fondateurs, puisque étant un pays sous-développé sur tous les plans et étant un pays bien sûr africain, nous voulons nous singulariser en respectant le plus possible la démocratie, ce qui n'est pas très facile, ni au moment de la naissance d'un État, ni par la suite. Donc, ayant décidé de prendre le taureau par le corne, c'est-à-dire respecter la démocratie et voulant nous singulariser par notre respect des droits des gens, nous ne sommes pas étonnés par les difficultés que nous rencontrons maintenant. L'absence quasi totale de ressources sur cet îlot de 23 000 km² de cailloux coincés entre mer et désert est bien le problème numéro 1 avec lequel les futurs dirigeants de la République de Djibouti doivent avant tout compter. Et la conférence de Paris avait pour but premier de provoquer chez les délégués venus y participer une prise de conscience réelle de cette situation à la veille de l'accession de leur pays à l'indépendance. Le caractère artificiel de l'économie locale est une évidence qui n'échappe à personne. Le petit paradis du crédit que fut Djibouti n'est plus qu'un souvenir, les établissements bancaires se montrant désormais très fermes et ne prêtant qu'à très court terme, la fiscalité ayant fait son apparition dans ce port franc et le principe des bons qu'on laissait traditionnellement s'accumuler chez son garagiste, dans les bars et restaurants ou chez l'épicier étant brusquement tombé en désuétude. L'incertitude du lendemain a conduit bien des commerçants à fermer boutique ou à transformer leurs fonds en restaurants ou cabarets, moins lourds à gérer et ne nécessitant que des stocks très limités de marchandises. Bien sûr, Djibouti, débouché du détroit de Bab el-Mandeb sur la mer Rouge et son port en eau profonde sur la route de l'océan Indien, ont longtemps bénéficié de cette position géographique privilégiée. Mais ce port est-il réellement aujourd'hui un atout maître? Les navires ayant pris l'habitude de passer par le Cap durant les années de fermeture du canal de Suez boudent ses installations. Son activité, il la doit en grande partie à l'Arabie Saoudite, dont il est le port d'éclatement. Il arrive en effet qu'un navire attende 3 mois en rade de Djeddah pour débarquer sa cargaison. Alors celle-ci est déchargée à Djibouti, puis acheminée par cabotage jusqu'à la péninsule arabe à l'issue d'une période de transit génératrice de profit. Reste éthiopien qui à lui seul justifierait le maintien, voire le développement des installations portuaires qui constituent son complément indispensable. Les accords passés entre Paris et l'exploitation de cette ligne qui ouvre à l'Éthiopie son unique accès maritime devront être renégociés dans le cadre de la coopération entre la future République de Djibouti et l'Éthiopie. Le vieux rêve d'Ali Aref, ancien président du conseil de gouvernement, repris d'ailleurs par son successeur Abdallah Kamil de faire de Djibouti la place financière de l'Est africain, paraît plus utopique que jamais dans un pays qui attend tout ou presque de l'extérieur. L'économie, qui ne vit que par les transferts massifs opérés par la Banque de France, a été durement touchée depuis un an par la fuite des capitaux et la diminution considérable de la consommation intérieure. Djibouti va devoir s'habituer à vivre sans la tutelle de la France, à décider par elle-même les orientations du nouvel État. Ce ne sera certes pas facile, car sans la garantie d'accords de coopération solides, notamment sur le plan militaire, l'existence légale de la République de Djibouti pourrait bien ne durer que le temps d'un été. Et c'est pourquoi la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, prévue à Libreville début juillet, revêt pour ce territoire une importance toute particulière. Sa reconnaissance officielle à cette occasion comme 49e pays africain
pourrait dès lors conférer au nouvel État l'identité sans laquelle la défense de ses intérêts ne saurait être valablement assurée sur l'échiquier international.